Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission À l'origine. Je suis devant le musée d'art et d'histoire du judaïsme au cœur du Marais à Paris. Suivez-nous. J'ai l'honneur d'être reçu par Pascale Samuel, qui est la conservatrice de la collection d'art moderne et contemporain. Bonjour. Bonjour, c'est ça. Nous allons parler aujourd'hui d'un destin incroyable, Hersch Fenster. Qui était-il et quel a été son parcours jusqu'à la Seconde Guerre mondiale? Écoutez, Hersch Fenster, c'est plus qu'un destin, c'est une vie au service tournée vers les autres, en tout cas. Hersch Fenster est né à Baranów, aujourd'hui en Pologne. À l'époque, c'est l'Empire austro-hongrois. Et Fenster, né en 1892. Il arrive à Paris dans les années 20, après déjà avoir suivi une formation et fait ses études à Vienne. À Paris, il va fréquenter le milieu yiddish. Lui-même, bien qu'il soit polyglotte, parle couramment l'allemand, le polonais, choisit de s'exprimer en yiddish. Il devient à la fois journaliste, écrivain. Il va travailler pour un autre écrivain yiddish très important qui s'appelle Shalom Asch, qui va lui-même travailler à Paris entre 1925 et 1931. Il va être son secrétaire. Ça va être pour lui des années où il va compléter, on va dire, sa formation. Il va avoir beaucoup d'activités socioculturelles. Par exemple, il va enseigner le yiddish aux enfants. Il est très concerné par cette question du yiddish et de l'éducation de cette langue. Il écrit également pour des journaux yiddish aussi bien à Paris, à Buenos Aires ou encore à New York. Et puis, sentant très conscient de la situation politique et de la montée du nazisme, face à l'afflux de réfugiés étrangers à Paris, il va être à l'initiative d'une cantine qui va s'ouvrir rue Richer dans le 9e arrondissement à Paris. Et il va s'en occuper, donc ça ouvre en 1939, il va s'en occuper jusqu'en fin 1940, où à ce moment-là, il va quitter Paris. Ce sera au 41 de la rue Richer. 41 de la rue Richer, voilà. Un lieu assez étonnant où on peut à la fois prendre un repas, mais également écouter une conférence, écouter un concert, parce que pour Hersch Fenster, la vie, la dignité, ça passe aussi par la culture et par le partage de connaissances. Qui sera 17 ans après la première boutique Goldenberg à Paris. Il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a que des signes. Après-guerre, Hersch Fenster se lance dans des recherches sur les artistes juifs, engloutis par la Shoah, et publie ce livre en yiddish, Nos artistes martyrs. De quoi s'agit-il exactement? Alors Hersch Fenster, quand il rentre à Paris en 1945, en octobre 1945, il a passé une partie de la guerre dans la clandestinité, il est passé par Saint-Gervais, il arrive ensuite à passer en Suisse. Ça a été des années difficiles, il a quand même passé aussi plus d'une année en camp d'internement, il a réussi à s'en échapper. Et quand il rentre à Paris en octobre 1945, il retourne à Montparnasse, où il y avait beaucoup d'artistes juifs, où on parlait yiddish sur le trottoir. Il faut un peu entendre cette musique que pouvait être la musique de Montparnasse, c'est aussi ça. Et il retourne à Montparnasse, et là, malheureusement, les artistes ont disparu, ses proches, ses amis ne sont plus là. Et il a ce projet tout de suite, dès son retour à Paris, de faire un livre à la mémoire de ces artistes disparus. Nous allons parler de certains artistes qui sont recensés dans ce livre. On sait qu'il a parlé de beaucoup d'artistes proches de lui d'abord, et après il a ouvert le cercle. Parlons d'une femme, Jeanne Lévy. Alors Jeanne Lévy, c'est intéressant parce que nous, ça nous a permis, en travaillant sur ce livre de Fenster, de revenir sur le parcours artistique de Jeanne Lévy, artiste née à Paris en 1894, qui avait choisi la céramique comme mode d'expression, et dont on avait un peu oublié le travail. Donc on s'est mis à rechercher effectivement ses œuvres dans les collections publiques. On en a retrouvé quelques-unes à Sèvres. On en a trouvé également au Mémorial de la Shoah, puisqu'elle a été une de celles qui a pu, dont les dessins qu'elle a réalisés à Drancy nous sont parvenus, sont arrivés jusqu'à nous. Alors je vous ai amené un dessin justement de Jeanne Lévy, qui est le dessin que Fenster reproduit dans son livre, qui est celui de la synagogue de Worms en 1922. Et je peux? Bien sûr.
Voilà, il nous a semblé intéressant dans le travail éditorial que nous réalisons de traduire l'intégralité de son livre en français et de pouvoir l'illustrer 70 ans après, parce qu'on est 70 ans après la publication de ce livre, c'est aussi un peu une date anniversaire, de rechercher, alors quand on retrouve les mêmes œuvres, c'est cadeau, mais de rechercher en tout cas des œuvres proches pour illustrer ce livre et puis ensuite pour pouvoir les montrer dans l'exposition. Donc voilà, ça c'est la synagogue de Worms par Jeanne Lévy, par temps de pluie, on dirait un petit peu des silhouettes fantomatiques, un grand dessin au pastel, et ces silhouettes fantomatiques donnent un peu cette impression puisque c'est un paysage, une scène juste après la pluie, vous voyez, et c'est un peu toutes ces ombres devant la synagogue de Worms, et c'est pas un hasard si Fenster a choisi ce dessin comme illustration de Jeanne Lévy plutôt que ces céramiques ou plutôt des choses plus conventionnelles, c'est que cette synagogue va ensuite être, qui est une des plus anciennes d'Allemagne, va ensuite être détruite par les nazis. Donc Jeanne Lévy nous en donne un témoignage assez exceptionnel. Travailler sur ce livre de Fenster, ça a été l'occasion de retrouver des artistes, de rechercher des œuvres. On a lancé notamment un avis de recherche auprès des amis du musée. On a fait fonctionner tout un réseau de collectionneurs, de marchands, de salles des ventes. Et tous ensemble, parce qu'un travail d'exposition, c'est un travail de groupe, avec l'équipe de la bibliothèque, l'équipe des éditions, on a essayé de retrouver effectivement un portrait photographique de chaque artiste, puisque Fenster avait fonctionné comme ça. Il y avait les témoignages pour retrouver leur parcours de vie, et puis un portrait photographique et une œuvre de chaque artiste. Et donc on a procédé de la même manière, on a essayé de rechercher. Et c'est parce qu'on avait aussi ce fond qu'on a eu envie d'aller plus loin et qu'on s'est rendu compte à la fois de sa méthode de travail et de l'ampleur de ce qu'il a réalisé. Et il avait gardé par-devers lui toutes les archives qui lui avaient servi à faire son livre, parce qu'il avait le projet de le traduire en français ou en anglais, qu'il n'en a malheureusement jamais trouvé les moyens financiers de faire ce projet. C'est pour ça que le livre n'existe aujourd'hui qu'en yiddish, et vous l'avez dit tout à l'heure, à 370 exemplaires, ce qui n'est rien du tout. Donc voilà, en rassemblant toutes ces archives, on se rend compte de l'ampleur et de la méthode de travail qui était la sienne. On a à la fois les correspondances qu'il a établies, notamment, je vous disais, avec les artistes. Donc les artistes donnent leur témoignage. À partir du témoignage des artistes, il rédige sa notice en yiddish, d'abord à la main, et ensuite il la tape à la machine. Donc on retrouve toutes ces étapes de la production de son livre jusqu'aux photographies noir et blanc. On a plus de 400 photographies qui correspondent aux illustrations du livre. Et c'est pour ça qu'il va aussi chercher des artistes pour donner une qualité supplémentaire à son livre. Son livre est riche, son livre a un témoignage exceptionnel, majeur pour nous, parce que sans Fenster, finalement, de ces 84 artistes disparus, si certains sont connus comme Soutine ou Otto Freundlich, d'autres sont totalement tombés dans l'oubli. On parlait de Jeanne Lévy, qui connaît aujourd'hui Mais c'est ça qu'il a fait, c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment qu'il a fait un travail d'éditeur, c'est-à-dire il prend les vedettes de l'époque et il prend des gens dont le talent et le travail méritent d'être en lumière et juste appose les deux pour que tout d'un coup on puisse découvrir aussi des gens comme Jeanne Lévy qui aujourd'hui ne sont pas connus du grand public. Exactement, et pour Fenster, tout artiste, il se rendait compte qu'un artiste, c'est celui qui réalise une œuvre qui doit lui survivre. Et que ces artistes ont été empêchés de réaliser leurs œuvres. Que finalement, l'œuvre, pour certaines, elle est morte prématurément à cause de la guerre. Et c'est ça donc tout artiste, même un jeune artiste qui a finalement peu produit, est reproduit dans ce livre. Et il veut donner à chacun, quelque part, la même place. Soutine, mais d'autres aussi. On est dans un homme qui est toujours dans l'action et dans une action tournée vers les autres. C'est très, très émouvant. J'ai sous les yeux un carnet de notes à lui, ouverte à une page où il doit avoir au moins 3 langues dessus. Il y a même l'adresse de Marc Chagall. Il y a de l'hébreu, il y a du yiddish, il y a du français. Du polonais. Du polonais. Et on sent à ces rayures, à ces ratures, à la façon dont les lettres sont posées, que si on tournait les pages de ce petit cahier, il serait tout aussi rempli à n'importe quelle page. On sent à quel point il avait besoin de travailler et de marquer son histoire, je trouve. Alors on a retrouvé dans les archives
de la Maison de la Culture Yiddish, en effet, un des 2 carnets d'adresses de Fenster. Son carnet d'adresses, alors probablement qu'il a commencé juste après-guerre, qui effectivement nous touche parce qu'il est foisonnant. On a plus de 400 adresses dedans. On s'est intéressé à toutes les répertorier, plus de 400 adresses dans 10 pays du monde. Ça va des États-Unis au Brésil, au Mexique, à l'Argentine, à la Russie, encore à la Pologne. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est là aussi ce carnet d'adresses, ce tout petit carnet d'adresses qu'il a gardé toute sa vie, nous éclaire aussi sur l'importance du réseau qu'il avait autour de lui. On est un monde qui est très loin d'Internet. D'ailleurs, il n'y a même pas de numéro de téléphone. Ces gens-là n'ont que des adresses. Hersch-Fenster écrit. Et ce carnet nous permet de comprendre quel était son réseau à travers le monde. Et c'est à partir de ce réseau, grâce à lui, qu'il a pu réaliser ce travail colossal de réunir 84 vies d'artistes disparus qui appartenaient à la vie parisienne, à la vie artistique parisienne. C'est un travail colossal, surtout qu'on sent qu'il est autant sur la forme, c'est-à-dire le réseau, que sur le fond, c'est-à-dire le travail à proprement dit. Exactement, c'est à la fois, il aime rechercher la parole de ceux qui ont connu les artistes pour pouvoir la conserver, et en même temps, il a ce projet de livre, il veut l'aboutir, il veut le terminer, il y arrive en 1951, il monte une souscription auprès de ses amis, il demande une subvention joint qui va lui être accordée pour la publication en yiddish. C'est la grande œuvre de sa vie, à côté de tout ce travail de journaliste qu'il réalise depuis les années 20 jusqu'à son décès à Paris en 1964. On sait que le Mage, en préparant cette émission, fait un énorme travail et qu'il a récemment acquis une œuvre à la fois et surprenante et magnifique. L'artiste et le couple représentent aussi toute une histoire, n'est-ce pas ? Alors en effet, c'est en travaillant sur ces artistes disparus et le livre de Hersch-Fenster qu'on a fait l'acquisition récemment en vente publique d'un tableau de Harry Arkady Lochakov, qui est un artiste tombé dans l'oubli, on va dire, presque inconnu aujourd'hui, et qu'on n'a retrouvé dans aucune autre collection publique, qui venait de Bessarabie, qui était arrivé lui aussi à Paris au début des années 20. Et c'est un portrait du poète David Knut, roumain comme lui. Et ça nous a intéressés à double titre. D'abord parce que la peinture est très belle, l'œuvre est tout à fait intrigante. Et puis le personnage représenté, David Knut, va être un des leaders de la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était également un proche de Hersch-Fenster. On a encore beaucoup d'artistes qui ont disparu pendant la Shoah, dont on recherche les œuvres. Alors on a encore, dans nos recherches sur les 84 artistes, on en a trouvé plus de 60. Il y a une petite vingtaine aujourd'hui qu'on recherche encore, et notamment Sophie Blum-Lazarus, une artiste femme, ou encore Meyer Chechel. On cherche une belle œuvre de lui pour pouvoir la reproduire dans l'ouvrage. Et l'ensemble de la liste des artistes que nous recherchons est toujours visible sur notre site. Voilà. Et puis, si vous avez des informations autour de Fenster ou sur les artistes qu'il mentionne dans son livre, vous pouvez nous écrire à fenster@mage.org. Pascale Samuel, merci. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Steve. Merci pour avoir le courage, l'énergie et l'envie d'être, vous, au Mage, le témoin d'un témoin, et de nous aider à comprendre et à voir et à découvrir tous ces artistes remplis de talent et de sens. On prolonge une action. Merci en tout cas. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.